Et cette prospérité, comment est-ce qu'on va la créer? C'est vraiment ça la question. Comment est-ce qu'on va la créer? On ne peut pas la créer, là encore, du jour au lendemain. En tant que gouvernement de transition, on a pris quelques mesures, 17 mesures pour pallier un tout petit peu à la situation, mais ce sont des palliatifs. On le savait pertinemment bien. On a mis par exemple le plan AMEL, qui veut dire espoir, et dans lequel on a recruté 145 000 jeunes, à qui on a donné des petits salaires de 100 euros par mois, ça fait 200 dinars, histoire qu'ils puissent quand même vivoter, c'est-à-dire prendre un taxi ou un bus, acheter un sandwich, un paquet de cigarettes, voilà. Ça a aidé, hein, ça a vraiment aidé à calmer les esprits et à donner un tout petit peu d'espoir à ces jeunes que le gouvernement un peu s'occupe d'eux. Et ça nous a coûté quand même la bagatelle de 400 millions de dinars. Et en tant que ministre des Finances, je peux vous assurer que ça fait mal, hein. Mais je savais que c'est un prix qu'il fallait payer et qu'il fallait tout faire pendant cette période tellement critique. Les 9 derniers mois, surtout les 6 derniers mois, il fallait quand même faire des gestes forts pour redonner espoir. Mais on savait pertinemment bien que la solution ne peut pas être une solution donc de court terme. N'est-ce pas? Les problèmes sont des problèmes structurels pour lesquels il faut des solutions structurelles. Donc cette prospérité ou l'anticipation de la prospérité, parce qu'en attendant de créer la prospérité, il faut gérer l'anticipation de la prospérité. Si vous dites à quelqu'un, je vais construire une autoroute entre Tunis et le Kef, à l'intérieur du pays, il va vous dire, oh, je l'ai entendu avant, hein, donc je ne vous crois pas. Mais si vous lui montrez que vous commencez à construire l'autoroute, ça c'est l'anticipation de la prospérité. Donc il va attendre, il va être patient. Il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il peut le voir, c'est tangible. Donc, et c'est de là qu'on a mis en place donc, le plan Jasmin. Et si je dois définir le plan Jasmin en 2 mots, c'est comment créer les conditions de prospérité ou de prospérité à venir pour assurer ou pour consolider la démocratie. Je répète, comment assurer les conditions de prospérité ou de prospérité à venir pour consolider la démocratie. Parce que sans prospérité, la démocratie ne peut pas être consolidée, et sans démocratie, la prospérité ne peut pas être optimisée en quelque sorte. Donc c'est un cercle vertueux, n'est-ce pas? La création de prospérité ou d'anticipation de prospérité va aider énormément à la consolidation de la démocratie. L'un va avec l'autre, parce que l'une des vertus de la démocratie, c'est que elle permet à chacun de nous de donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Et c'est ça, en fait. Hein. Donc c'est ce cercle vertueux. Le jour où la Tunisie atteint ce cercle vertueux, donc de la prospérité qui consolide la démocratie, on peut dire qu'on a vraiment gagné le pari. Donc le plan Jasmin a pour objectif un peu de créer cette prospérité. Et en s'adressant aux 2 problèmes que je viens de citer. Bien sûr, ce n'est pas les seuls problèmes, hein, mais j'aimerais focaliser sur ces problèmes. Surtout donc le problème du chômage. Donc je le disais tout à l'heure, il y a 700 000 chômeurs en Tunisie. En Tunisie, il faut à peu près 50 000 dinars, à peu près 25 000 euros d'investissement pour créer un poste d'emploi stable. Donc faites le calcul. Hein. Il faut à peu près 35 à 40 milliards de dinars d'investissement pour créer, donc pour couvrir les 700 000 chômeurs. Et la vraie question, donc la bonne question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va créer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va initier ces investissements. C'est un programme très très ambitieux. Et bien entendu, on a mis en place un plan quinquennal, mais je vais vous étonner, vous qui êtes de HEC, c'est pas tellement la priorité aujourd'hui. C'est le plan quinquennal, on peut en faire autant qu'on veut. C'est pas ça la priorité aujourd'hui, parce qu'un plan quinquennal, après tout, bon, qui donne les grandes orientations, on sait faire, on l'a fait depuis l'indépendance. On a des spécialistes qui peuvent modéliser ça, qui peuvent donc le reconfigurer selon l'évolution des choses. Mais ce dont la Tunisie a besoin, c'est des instruments. C'est ça ce qui est important. Comment assurer ou comment réunir les meilleures conditions pour que ce grand programme d'investissement se réalise. C'est vraiment ça la question. Et la réponse à cela est qu'il fallait créer justement
des véhicules d'investissement. Mais avant d'aller là, ce que je voulais vous dire, c'est que historiquement, c'est l'État qui a pris sur lui les grands projets d'investissement. C'est l'État-providence. Hein. C'est l'État qui trouve des solutions à tout, c'est l'État qui fait tout, c'est l'État qui investit, c'est l'État qui recrute, c'est le plus grand employeur, c'est le plus grand investisseur. Et ça ne pouvait pas continuer. Je peux vous le dire parce que je viens de terminer ma présentation du budget il y a 2 jours. Et je vous dis que l'État ne peut plus prendre sur lui, à moins d'affecter d'une manière très malsaine ces ratios, donc les ratios d'endettement, les ratios, le déficit budgétaire, etc. Je parlerai tout à l'heure un peu du budget. On parle du G8, de l'appui du G8, etc. Même si vous donnez des fleuves de dettes à la Tunisie, parce que c'est des dettes qu'ils proposent de donner, l'État ne peut pas prendre. C'est très simple. On a un budget de 24 milliards de dinars. On a un ratio d'endettement par rapport au produit national brut à peu près 44%. On ne souhaite pas dépasser les 50%. On ne souhaite pas dépasser un déficit budgétaire de 6%. Non, je sais qu'il est mieux que certains pays européens, mais on parle de la Tunisie, là, donc, parce que ça peut déraper rapidement. Et par conséquent, si c'est l'État qui devait prendre sur lui, c'est une école de pensée. Hein. Il dit c'est l'État qui doit faire, c'est l'État qui doit investir, c'est l'État qui doit faire tout ça. Pour commencer, l'État, c'est un très mauvais gestionnaire. Et la meilleure preuve, c'est les 1,5 milliard de dinars de déficit cumulé des entreprises publiques et des offices que nous avons. Et l'État l'a prouvé maintes fois. Il n'est pas mauvais gestionnaire dans tout. Il est mauvais gestionnaire là où le privé aurait pu prendre la relève. Voilà, donc je m'explique. Et donc, si c'est l'État qui devait prendre en charge donc, cet investissement de 40 milliards, comme je l'ai expliqué, il ne pouvait pas prendre ça sur le budget, c'est pas possible. Okay. Et par conséquent, la solution ne peut résider que chez les privés. Mais là où le problème devient un tout petit peu plus épineux, ben, j'ai pris sur moi d'appeler les grands groupes privés pour savoir quelles étaient leurs capacités à investir. Le cash disponible, disons, pour investir. Ils n'ont pas ce genre de cash. Même les plus grands groupes privés tunisiens n'ont pas ce genre de cash. Donc il fallait créer autre chose. Il fallait créer un autre modèle.